J'accueille maintenant Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Dimanche en Politique. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Volodymyr Zelensky sera demain à Paris. Emmanuel Macron et les Européens veulent s'interposer dans les négociations entre les Américains et les Russes. Est-ce que c'est nécessaire ? C'est plus que nécessaire. Moi, je regrette, ça fait depuis maintenant plusieurs années que nous, à la France Insoumise, nous disons qu'il faut sortir de cette illusion qu'on a développée pendant des mois et des mois que l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine serait une issue militaire. Emmanuel Macron, vous lui faites confiance ? On dit que ça doit être une issue diplomatique. Est-ce qu'Emmanuel Macron, vous lui faites confiance justement pour mener ça ? Non, je ne lui fais pas confiance puisque précisément, il n'a pris pour l'instant de longue date aucune initiative qui permettait d'ouvrir la voie diplomatique pour créer les conditions de cet accord de paix. Donc on est condamné maintenant à courir derrière les initiatives des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump, initiative qui exclut l'Ukraine de la table des négociations et initiative dans laquelle les intérêts de la France et des Européens en vérité ne sont pas pris en compte. Or le fait d'avoir une paix qui soit une paix durable, qui ne se traduise pas par un nouveau conflit dans quelques mois ou dans quelques années, ça nous préoccupe, ça nous intéresse. Pour vous, est-ce que Volodymyr Zelensky est encore un président légitime ? Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, dans la presse, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, vous pointe du doigt la France Insoumise en général, rappelant que Zelensky a été élu, alors que chez la France Insoumise, on dit il faudrait peut-être d'autres élections et puis il n'est peut-être pas crédible. Mais alors, d'abord, plusieurs choses. Jean-Noël Barrot, il donne des leçons à la terre entière. Mais pour l'instant, si on se retrouve dans cette situation où ces négociations s'ouvrent alors que l'Ukraine est en situation de grande difficulté, c'est parce que la France n'a pas joué précédemment le rôle qu'elle aurait dû jouer. Ça, c'est pour lui. Mais sur le reste, la légitimité de Volodymyr Zelensky. Je vais répondre à votre question. Pour le reste, il est évident que dans le cas, et d'ailleurs de l'accord de paix tel qu'il est proposé pour l'instant, il doit inclure l'organisation de nouvelles élections en Ukraine. C'est prévu dans l'accord de paix, parce que le mandat de M. Zelensky est arrivé à expiration. On peut comprendre que vu que c'était la guerre, c'était difficile d'organiser les élections présidentielles. Oui, mais si un accord de paix, ça ne sera plus la guerre. Donc, et alors, il doit y avoir dans ce cas-là, dans cet ordre-là, la parole, elle doit être au peuple. Mais d'abord l'accord de paix, puis les élections. Ah oui, mais il doit être inclus, je crois, en tout cas que c'est ce qui est prévu dans l'accord de paix, le fait qu'il y ait un renouvellement d'un processus électoral. Sur la légitimité de Volodymyr Zelensky, elle ne fait pas de doute à vos yeux. Son mandat est arrivé à expiration. Mais c'est lui qui doit négocier quand même, aujourd'hui. D'accord, très bien, mais c'est lui qui est aujourd'hui, de toute façon, qu'on va recevoir demain. Mais ce que je veux dire ensuite, c'est que moi, je suis attaché à la démocratie, comme vous, j'imagine, et que donc en démocratie, c'est le peuple ukrainien qui doit décider librement de qui sont ses représentants. Vous voyez en plus que M. Zelensky est un peu entaché ces derniers jours par un scandale de corruption qui a frappé l'un de ses plus proches, qui a d'ailleurs démissionné. Peut-être vous l'avez suivi. Si, on l'a dit dans le Donc je pense que ces questions-là, c'est évidemment au peuple ukrainien de décider librement de qui ensuite doit diriger. Et ces affaires de corruption, pour vous, ça entache la réputation de Volodymyr Zelensky ? Ça va même plus loin ? C'est pas pour moi. Vos yeux, évidemment que j'ai l'impression qu'en Ukraine, ça fait quand même débat, bien sûr. Maintenant, écoutez, je pense que le plus important, c'est qu'on crée les conditions d'un retour le plus rapide à la paix, que cette paix, elle respecte la population, le peuple ukrainien. Et le territoire ukrainien. Oui, mais ça, alors précisément, vous voyez, par exemple, pendant des mois et des mois, on a dit, parce que nous disions, il faut qu'il y ait une consultation des populations qui sont concernées par d'éventuels changements de territoire. On nous a dit, oui, vous allez céder aux exigences de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, dans le plan proposé par M. Trump, et même dans le contre-plan proposé par les Européens, il y a des cessions de territoire sans aucune consultation des populations concernées. Donc, pardon, mais c'est notre position depuis le début qui est beaucoup plus respectueuse des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Hier, une manifestation à Paris en soutien aux habitants de Gaza pour dénoncer les attaques d'Israël malgré le cessez-le-feu. Depuis le 7 octobre 2023, 70 000 Palestiniens ont été tués. La France a reconnu l'État de Palestine. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Il faut faire bien davantage. C'est-à-dire que cette reconnaissance, elle n'a aucun sens ou aucun intérêt si elle ne s'accompagne pas de mesures permettant que les massacres des Palestiniens s'arrêtent. Et ces mesures, on les connaît depuis longtemps. C'est l'arrêt des livraisons d'armes. La France continue à livrer des composants militaires à l'armée israélienne. C'est tout à fait hallucinant qu'on continue ces livraisons. C'est la suspension des coopérations économiques. Il y a notamment un accord européen entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Il faut faire pression, il faut utiliser tous les leviers à notre disposition. Peut-être vous avez vu ces images de 2 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne. On ne peut pas dire d'autres mots. Vraiment, ça doit s'arrêter. Chaque hiver, les Français s'inquiètent de voir leur facture d'énergie augmenter. L'essence, l'électricité, les abonnements, les taxes qui s'accumulent. On a besoin d'essence pour aller au travail et on est condamné à
à payer autant de taxes à chaque fois sur les prix de l'essence. À partir du 1er janvier, le prix du carburant pourrait augmenter de 4 à 6 centimes par litre. Tout ce qui est taxe, ça va représenter 213 € sur ma facture donc de 830. Sa facture d'électricité a augmenté de 80 € en un an. Le Premier ministre a décidé par décret d'augmenter les taxes sur le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité. Nous refusons que le prix de votre plein, de votre facture d'électricité, de fioul ou encore de gaz augmente parce qu'un Premier ministre déconnecté en a décidé ainsi. 36% des ménages français déclarent avoir souffert du froid l'hiver dernier parce qu'ils ont dû réduire leur chauffage faute de pouvoir payer la facture. Le choc énergétique est tel que nos entreprises sont forcées d'augmenter leurs tarifs et de réduire leurs effectifs pour survivre. Heureusement, nous avons le nucléaire et nous avons un prix de l'électricité qui fait partie des moins chers d'Europe. L'électricité produite en France est plus taxée que le gaz fossile importé. C'est un contresens économique comme écologique. J'ai souhaité que, dans le cadre des consultations politiques qui vont démarrer dans les tout prochains jours avec les différentes formations politiques, on puisse avoir un point de rencontre sur cette question de l'énergie. Il a dit d'ailleurs, au titre de ces 5 grands débats, qu'il y aurait l'énergie. Mais franchement, c'est de la tartufferie. L'important pour le Parlement, ça n'est pas que de débattre, c'est de voter sur des textes qui vont s'appliquer et qui auront une vraie portée. Alors pour expliquer ce qui se passe, Manuel Bompard, pour financer les aides aux voitures électriques, aux pompes à chaleur par exemple, aux rénovations énergétiques dans les logements, le gouvernement demande aux grands groupes énergétiques de donner de l'argent, on va dire ça comme ça pour faire simple, mais en contrepartie, ces groupes énergétiques augmentent leurs factures. Donc c'est quoi la solution pour vous? Est-ce qu'il faut que le gouvernement annule ce décret? Évidemment. D'abord, je veux dire que l'augmentation du prix de l'électricité, ça pèse de manière incroyable sur les conditions de vie des Françaises et des Français, et aussi, on le dit peut-être pas assez souvent, sur les petites et les moyennes entreprises. Les boulangers, les restaurateurs, qui ont vu parfois leur facture multipliée par 2 ou multipliée par 3. Donc c'est clair que ça doit être une priorité d'action. Et là, quand je vois votre reportage, franchement, c'est le bal des tartuffes. Parce que la vérité, c'est que si les prix de l'électricité ont augmenté ces derniers mois, c'est notamment parce qu'il y a eu dans le dernier budget, celui qui a été passé par M. Bayrou en force par 49.3, un certain nombre de mesures qui se sont répercutées sur les prix de l'électricité. Notamment, par exemple, on a aligné la TVA sur les abonnements au même niveau que sur la consommation. C'était là où on a augmenté la TVA sur les abonnements. Donc qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Donc moi, je demande d'abord qu'on bloque les prix de l'électricité parce qu'on ne peut pas continuer à laisser ces prix augmenter. Qu'on rétablisse des tarifs réglementés pour les particuliers comme pour les petites et les moyennes entreprises. Et là où je vous disais, c'est le bal des tartuffes, il faut sortir du marché européen de l'électricité. C'est absurde. Aujourd'hui, on peut diviser quasiment par 2 le prix de l'électricité si on sort de ce marché. Cette idée que le prix de l'électricité est fixé sur un marché européen. Quand on a proposé cette sortie au Parlement européen, toute la droite, Monsieur Bardella, que vous avez passé dans votre reportage, n'ont pas voté contre la réforme du marché européen de l'électricité. Ils ont refusé d'en sortir. Et aujourd'hui, ils viennent donner des leçons et dire que c'est de la faute des uns, des autres. Mais ils sont tous responsables de cette situation. Il faut agir sur l'électricité. Les gens ne s'en sortent plus. Et puis, nous avons proposé, dans le débat budgétaire, d'avoir une mesure qui est la TVA à taux zéro. Ça, j'entends, mais sur le décret, sur le décret... Non, mais sur le décret, si vous voulez mettre davantage... Attendez, sur le décret, c'est simple. Si vous voulez mettre davantage à contribution les entreprises de l'énergie, vous dites pas de désaccord avec ça. Mais dans ce cas-là, vous devez bloquer les prix. Parce que sinon, eh ben évidemment, ces augmentations de taxes, elles vont se répercuter sur les usagers. Une partie de la méthode, mais pas toute la méthode. Moi, j'avais proposé de mettre à contribution, par exemple, une taxe sur les super profits des entreprises, des énergéticiens qui s'en étaient mis plein les poches. Mais pas pour que ça se répercute sur les Françaises, les Français ou les petites et moyennes entreprises, évidemment. Dès demain, le budget de la sécurité sociale revient devant l'Assemblée nationale. Dernier passage avant le vote qui est prévu le 9 décembre. La première fois, vous aviez voté contre. Vous ne changerez pas d'avis? Non, certainement pas. Dans ce budget de la sécurité sociale, il y a des mesures inacceptables. Le gel d'un certain nombre de pensions de retraite ou de prestations sociales. Le fait qu'on va s'en prendre aux gens qui sont atteints d'affections de longue durée. C'est des mesures qui sont inacceptables. Donc il faut évidemment le battre. Vous savez qu'il y a dedans la suspension de la retraite à 64 ans qui fait débat. Le décalage, monsieur Le Tellier. Si vous voulez. Bah non, c'est pas si je veux. Ok. Mais si vous votez pas, en tout cas, on va dire que l'affaire de la retraite à 64 ans sera rattrapée. Est-ce que vous considérez, vous, que ce sera une victoire politique? Mais non, mais ce n'est rien, ce décalage. C'est un décalage qui va concerner quelques personnes. D'accord, mais ce serait une victoire politique si vous arriviez à rejeter le projet de loi de la sécurité sociale et la retraite à 64 ans. Moi, ma victoire politique, c'est de rejeter ce budget de la sécurité sociale parce qu'il vise à faire peser l'effort
sur les plus faibles, les plus pauvres, celles et ceux qui ont déjà le plus de difficultés, sur les malades chroniques, sur les apprentis à qui on va dire maintenant qu'ils doivent payer de la CSG, et que ces mesures, elles sont inacceptables, et qu'on refuse de mettre à contribution ceux qui auraient les moyens pour être mis à contribution. Vous le savez, moi, je veux battre le budget de la sécurité sociale, et je veux le battre le budget de l'État, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, ils sont inacceptables. Justement, parce que, ça y est, on arrive là au mois de décembre, il faut voter un budget. Vous avez entendu avant vous Agnès Evren, porte-parole des Républicains, qui appelle les socialistes et les écologistes à s'abstenir pour laisser passer un budget. Vous voterez contre, vous l'avez dit, dans les deux cas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette petite musique, elle puisse éventuellement entrer dans les esprits ? Ça, je ne sais pas, il faudra leur poser la question à eux, mais je ne vois pas, du point de vue, je rappelle que les écologistes et les socialistes ont été élus sur un programme qui est le programme du nouveau Front populaire. Je ne vois pas dans le budget de la sécurité sociale ou dans le budget de l'État quels sont les points qui ne sont pas en contradiction avec le programme qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Monsieur Le Tellier, vous accepterez l'idée que quand on a présenté un programme dans une élection, l'idée c'est plutôt d'y rester fidèle. Sauf que vous voyez que le Parti socialiste hésite entre le voter ou s'abstenir, les voter ou s'abstenir. J'ai vu effectivement que le Parti socialiste a manifestement jeté ce programme à la rivière. Quelle conclusion vous en tirez ? J'en tire comme conclusion que le Parti socialiste a changé d'alliance. Qu'aujourd'hui, il est davantage dans une alliance avec le gouvernement que dans l'alliance sur laquelle ses députés ont été élus. Et moi, j'appelle les militants socialistes, les députés écologistes à rester fidèles à la parole donnée devant les électrices et les électeurs, donc à censurer et à battre ce budget de la sécurité sociale. À censurer à condition qu'il y ait une motion de censure. Mais il y aura une motion de censure. Vous l'aviez évoqué il y a quelques temps. Il y en aura une. Je ne sais pas dans quelles circonstances, puisque je ne sais pas, excusez-moi, ça va être un peu technique, quel véhicule le gouvernement va utiliser. Oui. Si le gouvernement utilise l'article 49.3, on déposera une motion de censure en réponse à ce 49.3. Si le gouvernement a l'intention de passer son budget en force par ordonnance, on déposera une motion de censure spontanée, c'est les motions de censure dites 49.2, mais il y aura l'opportunité de censurer le gouvernement. Mais si Sébastien Lecornu, lui, il a dit « je ne ferai pas de 49.3 », vous pensez qu'il ne pourra pas tenir sa promesse ? J'entends, vous parliez des petites musiques, j'entends bien ces derniers jours la petite musique revenir, y compris de la part de députés socialistes qui prétendaient avoir obtenu une grande victoire par le renoncement au 49.3, qui maintenant, j'ai entendu M. Hollande ou M. Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, dire que finalement ce serait peut-être bien que M. Lecornu utilise le 49.3. Donc je dis évidemment que ce serait totalement inacceptable que le gouvernement utilise l'article 49.3. Et vous pensez que Sébastien Lecornu va pouvoir s'en passer ? Je ne sais pas, il faut lui poser la question à lui. Je vois difficilement comment il va pouvoir s'en passer. Je vois difficilement comment il peut avoir une majorité sur son budget ou son budget de la sécurité sociale pour une raison simple, c'est que les Français n'en veulent pas et qu'au bout d'un moment, quand vous cherchez à imposer par la force une politique que les gens ne veulent pas... Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y aura pas de budget d'ici la fin de l'année. En fait, ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de budget. Parce que, oui, il y aura une loi spéciale. Il n'y aura pas de budget voté. Mais une loi spéciale, oui, je ne pense pas qu'il y ait de budget voté avant la fin de l'année. Et je pense que le gouvernement doit en prendre acte. Vous ne pouvez pas continuer à imposer une politique minoritaire par la force. Comment ? En démissionnant ? C'est clair, oui. Je pense que le président de la République doit en prendre acte. Moi, je l'ai dit depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Si on n'a pas d'élection présidentielle anticipée, on va être condamné pendant 1 an et demi à l'impuissance. Et on n'a pas le temps, en fait, de perdre du temps. Et ils nous font perdre déjà beaucoup trop de temps. La campagne pour les municipales de mars prochain est déjà bien lancée. En tout cas, à la France Insoumise, vous n'avez pas l'intention de laisser passer votre tour. Qui veut devenir maire ou rentrer au conseil municipal dans 4 mois? Les insoumis, généralement peu intéressés par ce scrutin, changent de stratégie et lancent ses vedettes. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter ma candidature à la mairie de Paris. De Paris à Marseille, en passant par Roubaix, une quinzaine de députés partent à l'assaut des villes, plus que des campagnes, une affaire de calendrier. Nous serons à 1 an de l'élection présidentielle, dont ceci pourrait bien être un galop d'essai. Et cette envie d'implantation locale soudaine cible bien sûr des fiefs de gauche, ceux qui raniment la guerre des anciens partenaires. On devrait se battre pour arriver à faire basculer des villes de droite à gauche, pas faire tomber des villes de gauche vers la droite, parce que c'est ce qui va se produire si leur seule intention est d'aller chercher en fait à battre socialistes, écologistes, communistes. Les diviseurs regrettent la division. Quelle hypocrisie! Pendant que les états-majors calculent les bénéfices de l'opération municipale, sur le terrain, on préférerait l'union. J'ai voté à gauche toute ma vie, de l'extrême à... Si vous n'êtes pas ensemble, je vote plus en fait. Je me suis dit que c'était la seule message. Moi j'ai envoyé un appel au Rassemblement de la gauche. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la France Insoumise a décidé de partir toute seule. La montée de l'extrême droite doit nous interpeller. Et l'union des droites doit nous interpeller. Il est urgent que les militants de gauche se parlent.
Les municipales, ce sera donc équation locale à géométrie variable, avec parfois un pacte de non-agression. Il y a des endroits où pour gagner, il faut être ensemble. Nous ne conduirons aucune liste de division contre des maires sortants, socialistes, écologistes ou insoumis. Nous, l'Union, on en parle et on l'a fait. Mais parfois, l'union impossible des partis se construit dans la rue, cette semaine, avec ArcelorMittal. Je vais être clair, j'ai besoin des LFI, j'ai besoin des socialistes, des écolos, j'ai besoin de la droite, j'ai besoin de tout le monde. De tout le monde. Parce que si demain il n'y a plus d'acier en France, et nos industries vont tomber. Voilà. Du coup, toute la gauche s'est retrouvée dans l'hémicycle pour voter la proposition de nationalisation de l'entreprise. Jeudi soir, donc, la France Insoumise a fait voter la nationalisation d'ArcelorMittal à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on vient de voir. Mais aussitôt, Roland Lescure, le ministre de l'économie, a dénoncé une démarche populiste. Le patron d'ArcelorMittal en France dit c'est pas possible, c'est même hors de question. Donc, cette nationalisation, elle n'aboutira jamais. Bah ça c'est vous qui le dites. Monsieur Lescure, d'abord, il devrait peut-être tenir compte et respecter les votes des parlementaires, puisqu'il y a une majorité de députés qui ont voté pour la nationalisation qu'est-ce qu'il doit faire? Présenter une loi? Peut-être, oui. Puisque j'avais cru comprendre, après la nomination de Monsieur Lecornu, que désormais, il n'y avait plus de 49.3 et que c'était l'Assemblée nationale qui allait écrire. Donc qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Je demande au gouvernement d'inscrire la proposition de loi de nationalisation d'ArcelorMittal à l'ordre du jour du Sénat, pour que cette navette puisse avoir lieu. Et ensuite, le Sénat peut-être le rejettera. Et alors, on pourra l'inscrire en dernière lecture à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse être votée. Moi, je n'abandonnerai pas cette bataille. Ah oui, c'est mal parti. J'ai bien compris que le gouvernement n'a pas l'intention de le faire. Mais c'est pour ça qu'il faut augmenter le rapport de force. Et c'est pas juste pour défendre la proposition de la France Insoumise. C'est une question de souveraineté nationale. Vous savez, il faut avoir décarboné la production d'acier en Europe d'ici à 2030. Sinon, les capacités de production d'acier vont fermer en raison des réglementations européennes. Il faut 4 ans pour décarboner nos productions d'acier. L'industriel ArcelorMittal, n'engage pas les travaux de décarbonation. Donc il faut que l'État reprenne la main. C'est pour sauver les ouvriers, c'est pour sauver notre capacité. C'est pour ça que vous demandez au gouvernement de déposer. Donc il faut se bouger. Et Monsieur Lescure, il doit comprendre maintenant qu'il a échoué. Sa proposition, sa manière de voir les choses a échoué. Donc il doit en prendre acte. Et de déposer une proposition. Exactement. Un projet de loi. Nous retrouvons Laurence Perron, journaliste politique à France Inter. Rebonjour Laurence. Rebonjour Francis. La bataille sur tous les terrains. Voilà. Pour la première fois, donc on le disait dans le sujet, LFI se lance clairement dans les municipales. Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était un galop d'essai. Qu'est-ce que vous entendez par galop d'essai? Pour la présidentielle. Oui, parce que je pense que... Ça veut dire quoi? Je vais vous répondre. Je crois qu'à l'échelle des communes, on peut engager des transformations, des ruptures qui sont des ruptures indispensables aujourd'hui à l'échelle aussi nationale. Et donc je pense que ces ruptures... C'est une expérimentation locale qui permettrait de préfigurer... Les habitantes et les habitants de nos villes ne sont pas des cobayes. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent bénéficier à l'échelle locale de ruptures avec les politiques municipales mises en place aujourd'hui. Et que cette rupture-là, elle peut préfigurer ensuite une rupture nécessaire à l'échelle nationale. Alors dans certaines communes seulement, parce que vous présentez majoritairement vos candidats dans des grandes villes. Est-ce que c'est l'illustration de ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que les quartiers populaires, les grandes villes et le reste... Non, pas du tout. On aura des listes dans aussi des communes qui sont des plus petites communes. Aussi, mais c'est un peu accessoire, on a l'impression. On a annoncé la semaine dernière, lors de la convention dont vous avez eu la gentillesse de montrer des images, on a annoncé 500... Travail, 500 non, mais pardon, pour une fois que je vous faisais un compliment, je voulais vous dire qu'on a annoncé 500 listes. Voilà, donc dans 500 listes, il y a effectivement les plus grandes communes. Après, vous savez comment fonctionnent nos élections. Est-ce qu'il y a une stratégie quand même de rester sur le socle? Non, il y a une stratégie d'essayer d'avoir des listes dans un maximum de communes. Ensuite, en France, dans les élections municipales, dans les petites communes, c'est généralement des listes plutôt sans étiquette qui se présentent, ou en tout cas pas des listes affiliées à une organisation politique. Mais il y aura aussi des insoumis représentés parfois dans des listes, dans des communes de 200, 300, 400 habitants. Et surtout, il y aura des listes insoumises opposées à des sortants socialistes, voire écologistes. Pas seulement, parce que ça, j'ai entendu le Parti Socialiste, j'ai entendu Olivier Faure dans votre reportage se plaindre du fait que les Insoumis présentent des candidatures dans des municipales. Mais attendez, quand on a je vais répondre à votre question, mais quand on présente une liste aux élections municipales à Toulouse, le maire est de droite. Moi, cet après-midi, je vais en meeting à Évry, dans la région parisienne, le maire est de droite. Oui, mais ce n'est pas vrai. Oui, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, j'entends bien. Un candidat de gauche. J'entends bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait du bilan des politiques municipales mises en place. Moi, par exemple, je suis député de Marseille. La première action qu'a faite la municipalité socialiste de Marseille, c'est restreindre le droit de grève pour les fonctionnaires territoriaux et municipaux. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Quand à Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, on ferme les centres pour la jeunesse, je ne suis pas d'accord avec ces mesures. Et donc, on propose de faire mieux dans ces communes. Mais c'est quoi? C'est battre les socialistes ou les remplacer? Les remplacer.
Et remplacés parce que leur bilan est mauvais. Mais quand vous vous présentez à une élection municipale, c'est que vous avez l'intention de pouvoir diriger la ville pour faire mieux que ceux qui sont en place, que ce que font ceux qui sont en place Les avant. socialistes ne font pas bien les choses. Ah bah pas suffisamment de mon point de vue. Je vous ai donné quelques exemples avec lesquels je pense qu'on ne peut pas être en accord. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas être hypocrite. Quand j'entends M. Olivier Faure dire ce qu'il dit, je rappelle que lui-même présente parfois des listes, par exemple à Strasbourg ou à Besançon, contre des municipalités écologistes sortantes. Et là, personne ne lui dit que son objectif, c'est de faire gagner la droite. Donc c'est la démocratie, j'ai entendu. En l'occurrence, à Strasbourg, ça pourrait être de faire gagner la gauche, puisque c'est le retour de Catherine Trottmann. Et pourquoi donc à Paris, à Marseille, ça pourrait pas être pour faire gagner la gauche aussi? Attendez, je veux juste dire une dernière chose. J'entends l'union, etc. Je rappelle qu'aux élections municipales, il y a 2 tours. Il faut faire plus de 10% pour être qualifié au second tour. Donc nous nous présentons dans un maximum de villes. Et au deuxième tour, partout où nous serons en tête de la gauche, nous proposerons aux autres listes de gauche de venir. C'est facile. Et à l'inverse, si vous êtes derrière une liste sortante... Ça, il faudra demander à ceux qui sont devant. Or, pour l'instant... Est-ce que vous poserez des conditions à ce moment-là? D'abord, il faudra demander à ceux qui sont devant, parce que pour l'instant, par exemple, M. Grégoire, qui est candidat du Parti Socialiste à Paris, dit pas d'alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au deuxième tour. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question de ce qu'il a l'intention de faire. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, pour Emmanuel Grégoire, s'il vous dépassait, s'il faisait... Ou alors... à ce moment-là, il n'y a pas d'alliance. C'est lui qui, manifestement, n'en veut pas. Est-ce qu'il y a une logique au second tour? Soyons très clairs. Si les Parisiennes et les Parisiens veulent conserver la ville de Paris à gauche, il faudra qu'au deuxième tour, il y ait une union des différentes listes de gauche. Voilà. Donc, il faut voter pour la liste de la France Insoumise au premier tour. Parce que si la liste de la France Insoumise est en tête au premier tour, elle proposera l'union à toutes les autres listes de gauche, alors que M. Grégoire ne le fera pas. Au second tour, les listes de gauche pourront compter sur les Insoumis s'ils ne sont pas arrivés en tête. Mais les Insoumis, partout où ils sont en tête, proposeront la fusion. Et quant à la question de savoir ce qu'on fera quand on est en seconde position, pardon, mais le mode électoral fait que c'est la liste arrivée en tête qui doit répondre à cette question. Donc posez-leur la question. Et s'ils vous disent qu'ils sont prêts à fusionner avec nous, vous revenez me voir et je vous dirai à quelles conditions on le fera. On a quand même l'impression qu'il y a un peu des gauches irréconciliables pour reprendre le vocabulaire de Regardez-moi, partout où les listes insoumises arriveront en tête, on l'a dit publiquement, je le redis devant vous, on proposera l'union sur la base du programme que nous aurons défendu au premier tour et du respect des résultats des électrices et des électeurs pour pouvoir gagner ces villes. Merci Laurence. On va repartir à l'Assemblée nationale où il y a une commission d'enquête qui a été voulue par Laurent Wauquiez, des Républicains, sur les liens existants, je lis, entre les représentants de mouvements politiques et des organisations propageant l'idéologie islamiste. Il vise la France Insoumise, c'est comme ça qu'il l'a dit d'ailleurs très clairement. Il a l'intention de convoquer Marine Tondelier la semaine prochaine, voire peut-être aussi Jean-Luc Mélenchon. D'abord, est-ce qu'il y a eu une convocation qui a été envoyée, vous le savez? Pas à ma connaissance. Et si c'est le cas, est-ce qu'il doit s'y rendre? D'abord, je vais vous dire que cette commission d'enquête ne respecte aucune des règles qui sont prévues par le règlement de l'Assemblée nationale relatives aux commissions d'enquête. Nous avons été exclus du bureau de cette commission d'enquête, alors que le règlement de l'Assemblée nationale dit que toutes les sensibilités politiques doivent être représentées au bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons proposé un certain nombre d'auditions, puisque si on veut faire des liens entre les formations politiques et le terrorisme, puisque c'est le terme de cette commission d'enquête, on avait des idées de personnes à auditionner. Peut-être on aurait pu auditionner M. Sarkozy, puisque manifestement il y a eu des liens avec la Libye de M. Kadhafi. Par exemple, on aurait pu faire ce type d'audition. Ça nous a été refusé. Donc moi, je considère que cette commission d'enquête ne respecte pas les règles, et donc ce n'est pas une commission d'enquête. Et donc je considère que les Insoumis ne doivent pas répondre à ces invitations. Aucune invitation à cette commission d'enquête. De mon point de vue, je pense qu'à partir du moment où une commission d'enquête ne se fait pas dans les règles prévues par le règlement de l'Assemblée nationale, je ne vois pas pourquoi nous irons y répondre. Et enfin, je veux vous dire une chose quand même, c'est que j'ai pu consulter un certain nombre des auditions qui ont été faites dans cette commission d'enquête. J'ai vu notamment une personne qui est directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris. Et quand on lui pose la question de savoir s'il y a des liens entre la France Insoumise et des groupes islamistes ou terroristes, il répond, vous pourrez lire le verbatim de son audition, oui, c'est dans la presse, que ce n'est pas le cas. Donc peut-être que c'était un peu un boomerang, cette commission d'enquête, qui revient un peu dans le visage de celles et ceux qui ont voulu faire un mauvais coup à la France Insoumise par cette commission d'enquête. Une autre commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui a été lancée là par l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, qui se penche sur le service public de l'audiovisuel pour savoir si France Télévisions et Radio France font bien leur travail, respectent les différentes opinions, sont suffisamment objectifs. Est-ce qu'elle est utile pour vous? Alors moi, j'aurais sans doute beaucoup de choses à dire sur le service public de l'information de manière générale. Moi, j'ai pu assister moi-même, d'ailleurs j'en ai été
moi-même c'est ce que vous voulez dire. protagoniste parfois de choses qui ne me correspondent pas, mais je vois bien comment l'extrême droite... Mais est-ce que ça veut dire que donc du coup, cette commission d'enquête, elle est utile? Mais je vois bien comment l'extrême droite mène une sorte de croisade contre le service public de l'information, sert par là même en quelque sorte de bras armé de CNews qui a décidé d'engager une bataille et une guerre contre le service public de l'information pour masquer le fait que eux, CNews, ne respectent aucune des règles du pluralisme et de la déontologie journalistique. Donc nous, évidemment, on a des questions à poser sur le service public. Par exemple sur le respect, l'ARCOM, comment l'ARCOM fait appliquer un certain nombre de règles, sur le respect de la déontologie, sur l'équilibre des tirs. Un groupe de pseudo-information qui s'appelle CNews, qui aujourd'hui fait beaucoup de mal, de mon point de vue, à la démocratie et qui devrait lui rendre des comptes devant l'ARCOM. Et je dois vous dire à quel point je trouve déplorable que l'ARCOM, qui est censé être garante des règles, ne fasse pas respecter ces règles. Merci Emmanuel Bompard d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation.